Salut les copains, j'espère que vous allez bien, il est 11h15, très heureux de vous revoir pour notre rendez-vous du samedi, Destination Coupe du Monde et l'épisode 9 consacré au groupe F du Mondial 2022, le groupe de la Belgique, du Maroc, du Canada et de la Croatie. Avant qu'on commence, vous le voyez, nouveau décor qui nous accompagnera pendant quelques temps, qui me permettra de réaliser de meilleures vidéos. Alors il n'est pas du tout terminé, il manque une étagère qui sera ici, 2-3 éléments de déco, ça me permettra aussi facilement de changer le décor, de tourner debout ou assis, bref, il me permettra de varier un petit peu les plans en fonction des vidéos. Donc c'est un gros pas en avant et voilà, je suis très content. Et le hasard fait bien les choses puisqu'aujourd'hui, événement, c'est déjà la 100e vidéo de l'Arena Foot, la 100e vidéo de la chaîne en moins de 2 ans d'existence. Voilà, c'est un beau cap symbolique. Pour fêter l'occasion, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche si mon contenu vous plaît. C'est un soutien gratuit et ça permet de booster le référencement YouTube. Direction les 2000 abonnés, on y approche, donc merci à toutes les personnes qui le feront. L'intro est un peu longue, désolé, mais si vous êtes prêts ou prêtes, alors on est parti. On commence avec la Croatie, pays que j'avais abordé récemment dans une vidéo à part entière. C'est un épisode de Zoom sur le foot que je vous conseille si vous voulez en apprendre plus largement sur le poids du football en Hrvatska, petite fiche en droite. Mais là, on va se concentrer sur l'équipe croate et la Coupe du Monde. Et comme pour Zoom sur le foot, j'ai fait appel à Cédric de l'ActuFoot croate qui m'a parlé des Vatreni et des attentes des supporters. Bien évidemment, l'excitation est folle et à son comble pour ce petit pays de 4 millions d'habitants, vice-champion du monde en titre, je le rappelle, ça suscite énormément de fierté, qui va disputer sa 3e Coupe du Monde d'affilée, la 6e depuis qu'elle est indépendante, depuis 91. Donc quelle riche histoire pour la sélection aux damiers rouge et blanc, quelle riche histoire pour un si petit pays qui a acté sa qualification en terminant en tête de son groupe avec 23 points pris sur 30 possibles. Si beaucoup d'observateurs voyaient la Croatie emprunter une pente descendante, force est de constater que cette sélection est littéralement en train de reprendre la voie de l'optimisme et de la puissance. Alors que la fin programmée ou déjà actée des Modric, Perisic, Vida, Kramaric, Mandzukic, Lovren, Subasic, Rakitic posait légitimement la crainte d'un long renouvellement, la Croatie, en un rien de temps, a déjà fait peau neuve et envisage le futur avec espoir. Que ce soit Lovro Mayer de Rennes, Sosa de Stuttgart qui est une petite pépite comme Susic de Salzbourg, Gvardiol qui est le futur de la sélection à seulement 20 ans, mais aussi Šutalo de Zagreb, Vlasic ou Stanisic du Bayern, tous ont de l'or dans les pieds et tous sont très vite montés dans la hiérarchie de la sélection nationale. Il ne faudra pas oublier que tous ces talents de demain qui ont tout pour briller en Croatie seront accompagnés de Modric qui va disputer son dernier mondial, clôturant une carrière merveilleuse, mais aussi Brozovic, Kramaric, Rebic, Kovacic, Pasalic, Orsic ou Perisic qui est toujours d'une efficacité redoutable en sélection. Cette équipe a montré récemment qu'un déclic avait eu lieu après une période de léger flottement. La Croatie est parvenue à se qualifier pour le Final Four de son groupe en Ligue des Nations, battant la France et Danemark, pas mal pour une équipe annoncée sur la fin, et en affichant un niveau de jeu extrêmement élevé, en étant techniquement parfaite et appliquée. Gvardiol, Barisic, Šutalo ou Stanisic représentent un football moderne, avec des joueurs adroits avec le ballon, capables de relancer, de jouer, de centrer, différents du bûcheron qui était par exemple Domagoj Vida. Šutalo symbolise vraiment cette nouvelle défense, lui qui s'est montré à chaque fois impérial en sélection, qui n'a fait que hausser son niveau de jeu dès qu'il a été sélectionné et qui devrait être titulaire aux côtés de Gvardiol au Qatar. Dalic a réussi à trouver une nouvelle défense, une nouvelle ossature qui peut lui permettre de bien travailler. Après de nombreux échecs, c'était vraiment un chantier, on peut penser à Pongracic ou Kaletačar. Bref, une faiblesse en moins pour la Croatie. Vu les performances, vu la génération montante, il est peut-être même possible de dire que cette équipe, sur le papier, est meilleure qu'en 2018. C'est en tout cas ce que m'a confié Cédric de l'ActuFoot croate parce que techniquement et footballistiquement, l'équipe de 2022 arrive plus armée, plus complète qu'en Russie. Elle est peut-être moins roublarde, moins vicieuse, mais en aucun cas la Croatie a perdu en qualité sur le papier. Et ça quand même, c'est un signe d'optimisme. Alors attention à ne pas tomber dans une sorte d'euphorie qui peut être incontrôlée, qui peut être justement un danger, se retourner contre la sélection, mais il y a quand même peu de faiblesse dans cette équipe. Son gardien Livakovic est de qualité, peut-être qu'un vice-champion du monde devrait s'avancer avec plus fort. En revanche, l'interrogation principale, si on a une, c'est celle sur le numéro 9, sur l'attaquant de pointe, puisqu'il n'y a pas de buteur vraiment titulaire. Kramaric seul, c'est un peu compliqué. Budimir, qui a été testé, est moins bon que Mario Mandzukic, eux qui partagent plus ou moins le même profil. Il lui manque un peu la finition et l'apport dans le jeu. Il y a Petkovic qui peut être une alternative intelligente, mais la solution n'est pas réglée. Donc on a peut-être ici un point d'ombre. Mais en tout cas, beaucoup de belles impressions de la part de la Croatie. On voit la confiance accordée envers les plus jeunes, l'évolution de Dalic depuis qu'il est en poste. Ça, c'est intéressant à analyser. Je pense honnêtement que du groupe F, c'est l'équipe
qui a le moins de faiblesses et le plus de certitude. On enchaîne avec le Canada, direction l'Amérique du Nord et les Canadiens qui retrouvent la Coupe du Monde pour la première fois depuis 86. Ça va être le deuxième mondial des Canucks. Donc c'est une compétition où ils endossent la tenue d'équipes novices, de petits poussés. Et ils ont rallié le Qatar en terminant en tête du tour final de CONCACAF devant les États-Unis ou le Mexique. Au niveau de l'engouement, forcément, après tant d'années d'attente à regarder la Coupe du Monde à la télé, l'euphorie et la hâte ont gagné les supporters canadiens qui s'attendent à vibrer avec leur sélection. Mais bien sûr, en ayant un objectif raisonné. Le groupe est relevé pour le Canada. L'objectif est de faire bonne figure, prendre du plaisir, ne pas être ridicule et surtout engranger de l'expérience. Ce sont les termes d'Antoine Latran, spécialiste du foot nord-américain. Pourquoi engranger de l'expérience? Parce qu'en 2026, le Canada co-organisera la Coupe du Monde et c'est cette Coupe du Monde qu'il devra bien préparer et réussir, surtout du mieux possible. Donc, bien sûr que si le Canada a l'occasion de passer les poules, nul doute qu'il jouera à fond le coup, mais ce ne sera pas un échec si la sélection sort dès les poules. Et puis si le Canada entrevoit la route des huitièmes, alors là, on pourra parler d'une Coupe du Monde réussie. Mais n'oublions pas que le Canada est une équipe qui se construit. Les premières pierres posées par le sélectionneur John Herdman sont de qualité. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, son bilan est vraiment positif depuis septembre 2018 et sa prise de fonction. En 44 matchs, 30 victoires, 4 nuls et 10 défaites. Alors bien sûr, il faut recontextualiser puisque la majorité des matchs ont été faits contre des équipes assez faibles, pas de niveau Coupe du Monde, mais ça souligne un progrès puisque quelques années auparavant, le Canada aurait été incapable de réaliser une telle série de résultats. La génération et l'effectif du Canada expliquent également ce nouvel élan. Alphonso Davies, l'un des meilleurs latérales gauche du monde, explosif et si fort avec le Bayern, ou Jonathan David, attaquant prometteur que je trouve très complet, adroit et deuxième meilleur buteur de Ligue 1, incarnent tous les deux les grandes forces de l'équipe canadienne et puis qui sont très jeunes, bien sûr seulement 21 ans et 22 ans. Davies n'est pas forcément utilisé comme latéral avec le Canada puisque dernièrement en amical on l'a vu en soutien des deux attaquants au milieu de terrain, donc c'est une sorte de milieu offensif. À côté d'eux on a des joueurs intéressants qui ont fait de belles performances avec la sélection à l'image de Sefen Eustáquio qui joue à Porto, assez technique, Buchanan de Bruges, 23 ans qui est parfois blessé mais qui sera à suivre pour enflammer le secteur offensif du Canada, mais aussi Larin qui joue aussi à Bruges et qui marque pas mal en sélection, 24 buts en 50 matchs et qui est souvent aligné avec David en pointe de l'attaque dans le 3-5-2 ou 4-4-2 du sélectionneur. Peut-être d'autres surprises, par exemple Koné de Montréal qui a 20 ans, qui sera peut-être pas appelé, mais les nombreuses blessures pourraient lui donner un rôle. C'est un rookie en sélection puisqu'il a joué avec 2 matchs et il est voué en tout cas à un avenir prometteur. Il y a beaucoup de bons éléments au milieu de terrain et en attaque, ça c'est sûr avec le Canada. Maintenant, pas mal de faiblesses. Je pense notamment au poste de gardien de but qui n'est pas la grosse force de la sélection canadienne. Borjan, 35 ans, évolue à l'Étoile Rouge de Belgrade, part pour être titulaire, expérimenté, mais voilà, c'est pas d'un niveau fantastique non plus. Et quelques interrogations également sur la défense centrale qui manque de joueurs établis, parfois vieillissants, comme Steven Victoria, 35 ans, qui joue à Chavez. Voilà, c'est bon pour battre contre des équipes de la CONCACAF. Maintenant, c'est peut-être un petit peu limité et pas une défense ultra mobile. Donc pour le Canada, pour résumer, c'est une équipe en construction qui redécouvre la Coupe du Monde, qui est très jeune également. C'est vraiment une des équipes les plus jeunes dont on a parlé depuis le début. Il avoisine les 25 ans de moyenne d'âge. C'est une équipe qui surfe sur une vibe sympa, qui va permettre de présenter aux yeux du monde certaines pépites et joueurs à suivre dans un futur proche. Donc voilà, ça peut être agréable à regarder. Il y a aussi le fait que le Canada soit un pays internationalement apprécié, qui peut jouer aussi dans le jugement qu'on a de la sélection. Il y a une belle histoire à écrire, en tout cas, à vivre, que ce soit pour les acteurs ou supporters du Canada. Troisième nation de ce groupe, c'est le Maroc qui va enchaîner une deuxième Coupe du Monde de suite après 2018 où ils avaient terminé dernier du groupe composé de l'Espagne, du Portugal et de l'Iran. Et ça va être la 6e Coupe du Monde des Lions de l'Atlas qui n'ont réussi qu'une seule fois à sortir des poules du mondial. Bon, c'était il y a longtemps, c'était en 1986 au Mexique, mais ce fut le premier pays africain à rallier les 8e d'une Coupe du Monde, à jamais les premiers. Les Lions d'Atlas ont décroché leur ticket pour leur 6e mondial en battant en barrage la République démocratique du Congo assez tranquillement, 5-2 en cumulé. Vous connaissez la grande ferveur du Maroc, j'en profite pour saluer tous les supporters marocains et marocains que je connais et qui regardent cette vidéo. Mais voilà, c'est vraiment un magnifique pays de football avec une culture du ballon rond. J'aurais souhaité d'ailleurs que ce soit le premier pays arabe à organiser la Coupe du Monde. Il était régulièrement candidat, on en a déjà parlé sur la chaîne. Mais bon, peu importe, on va sentir quoi qu'il arrive la chaleur marocaine au Qatar, l'engouement et il y a de quoi espérer de belles choses pour 2022. L'objectif du Maroc, c'est d'abord de faire bonne figure et pourquoi pas de passer les poules, voire au-delà. Alors le nouveau coach Walid Regragui qui remplace Vahid Ali Dozic a récemment déclaré que le Maroc fixait la CAN 2024 comme objectif principal. Mais 2022, avec l'effectif dont disposent les Marocains, laisse à penser qu'un coup est faisable. Le Maroc a changé d'entraîneur il y a peu, il y a donc des choses qui ont changé sur les acquis ou sur les joueurs, dont Hakim Ziyech qui n'était plus appelé mais qui sera bien là au Qatar. D'ailleurs, la fédération a sans doute licencié coach Vahid pour faire revenir Ziyech. Donc ça montre à la fois la portée de ce choix
et l'importance du joueur sur la sélection. Il est une arme de cette équipe par sa qualité technique, sa précision, il peut être le dépositaire du jeu de cette équipe. Maintenant, il joue très peu en club, donc mentalement et physiquement, comment abordera-t-il la compétition? Les forces du Maroc, et je rejoins ce que m'a révélé l'expert marocain de cette vidéo, le journaliste Hanif Ben Berkane, c'est ses latéraux, Mazraoui et Hakimi. Franchement, il y a peu de sélections qui ont une paire si forte. Or, on a encore vu la grosse perf de Mazraoui cette semaine contre le Barça en Ligue des Champions. Il a mis le terrain avec Amrabat, Amala, Harit, Ziyech ou le jeune Ouani d'Angers. C'est fourni, c'est intéressant. Son gardien Bono de Séville, qui est franchement un des meilleurs gardiens d'Afrique. Et puis bien sûr les ailiers ou joueurs offensifs qui en plus seront sans doute de potentielles surprises. Abdé d'Osasuna, une des grosses pépites de ce début de saison si vous suivez la Liga. Bouffal d'Angers, Sabiri de la Sampdoria qui a connu sa première en septembre et qui a brillé. Ou alors le jeune Aboukal de Toulouse. Il y a vraiment beaucoup de talent, des profils un peu divers. Et en même temps, il y a quelques interrogations. D'abord, la défense un petit peu déséquilibrée parce qu'Aguerd, l'ex-joueur de Rennes, transféré à West Ham, blessé, n'a plus joué depuis 3 mois au moment où je tourne. On est le 27 octobre au moment où je m'enregistre. Il jouera peut-être ce soir en Conference League, mais comment sera-t-il physiquement? Ce qui fait que la charnière actuelle d'Ari Saïs, qui a été alignée récemment, se connaît très peu, c'est un peu de l'expérimentation. On a parlé de Ziyech et de son talent, bien sûr, mais des interrogations sur lui aussi, puisqu'il a joué que 5 matchs cette saison. Comment sera-t-il, lui qui aura aussi une certaine pression après avoir été écarté du groupe marocain? Et puis il manque ce numéro 9, capable de finir les actions, de planter en phase finale de Coupe du Monde. Youssef Enesri, qui était revenu de blessure, est loin d'avoir retrouvé l'entièreté de ses capacités. Il n'était pas beaucoup titulaire non plus avec Séville, alors peut-être que ça va changer un petit peu avec Sampaoli. Ryan Mahé de Ferencváros est talentueux, mais il a peu de matchs en équipe nationale dans les jambes, donc ce n'est pas à lui d'endosser les responsabilités. Et puis Mounir El Haddadi, pareil, lui, il n'a jamais vraiment éclos en sélection. Donc il y a des postes, on va dire, qui suscitent peut-être des craintes. Mais honnêtement, c'est largement une meilleure équipe qu'en 2018, très belle sur le papier, qui sort d'une belle trêve où ils ont battu le Chili 2-0 en dominant le match. Il y a une forme d'euphorie et de confiance qui arrive. Il y a de quoi montrer de belles choses sur le terrain. Est-ce que le nouveau coach arrivera à mettre en place ses idées sur un laps de temps assez court? En tout cas, attention au Maroc qui peut endosser le costume de belles surprises. Dernière nation de ce groupe, c'est la Belgique. Ça fera plaisir aux amis belges qui suivent cette vidéo et qui suivent la chaîne. Je vous remercie beaucoup. Et cette Coupe du Monde pour la Belgique ressemble un petit peu à l'ultime chance de remporter un grand sacre avec sa génération, celle des Mertens, Lukaku, Hazard, Courtois, qui était tant annoncé à partir de l'année 2015 notamment, mais qui n'a pas réussi à aller au bout en France en 2016, au moment où les Diables retrouvaient la compétition européenne, ni en 2018 où la déception a semble-t-il pris le pas sur un parcours pourtant très honorable, ni à l'Euro 2020 qui en revanche est un échec. Avec le vieillissement de son effectif et des derniers parcours moyens, et d'après les confidences des experts belges de cette vidéo, la Belgique est beaucoup moins attendue qu'en 2018, en tout cas d'un point de vue des observateurs. Parce que ce soit pour certains supporters belges, les joueurs ou le staff et son sélectionneur Roberto Martinez, l'objectif est clair, la Belgique doit jouer la gagne dans cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai que le climat, qui a sans doute été plus optimiste il y a quelques années, n'est plus au beau fixe, en tout cas n'est plus celui qu'il était. Au niveau des joueurs et de la formation, on partira peut-être sur un 3-4-3 avec des gros cadres toujours très bons, Courtois en but qui est l'un des 2-3 meilleurs gardiens du monde actuellement, il l'a montré durant toute la saison dernière, De Bruyne qui forme un duo exceptionnel avec Haaland à Manchester City et qui est actuellement dans une très grande passe. Il est essentiel à la Belgique, vous le savez. Witsel qui fait un bon début de saison à l'Atlético. Carrasco qui est aussi à l'Atlético, qui est toujours là. Tielemans qui surnage un peu du côté de Leicester en Première Ligue. Et puis on a quelques jeunes. La grosse révélation, c'est bien sûr Amadou Onana, l'ex du LOSC, qui fait vraiment de belles performances, notamment avec les Diables. Vous avez le prodige du Milan, Decathlon, qui est assez intéressant, vraiment prometteur. Et encore de la jeunesse avec Arthur Théâtre de Rennes ou Zeno Debast, 19 ans. Lui, je ne le connaissais pas, il est peu connu, défenseur d'Anderlecht qui incarne peut-être l'avenir d'un poste amené à être vacant en Belgique. En tout cas, il impressionne et il est appelé de plus en plus avec la sélection, peut-être un joueur à scruter au Qatar. Mais par rapport aux autres années, il y a quand même pas mal de points d'ombre. D'abord, les frères Hazard. Eden très peu utilisé au Real Madrid, transfert qui restera franchement un sacré mystère. Son frère Torgan, c'est plus difficile cette saison puisqu'il a été titulaire seulement 3 matchs sur 15 avec Dortmund. Lukaku était blessé pendant plus de 2 mois, il a peu joué avec l'Inter. Alors il a fait son retour cette semaine, il a même marqué un joli but contre Pilsen. Mais du côté de Nerazzurri, on est quand même un peu surpris de son déclin physique. Comment sera-t-il avec peu de rythme dans les jambes? Quid de la défense Vertonghen, Denayer, Alderweireld, c'est proche de la fin et c'est vraiment la grosse faiblesse de cette équipe belge. Elle est certes expérimentée cette défense, mais peu mobile et vieillissante. Voilà, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur les Diables et je trouve beaucoup plus que dans les précédentes compétitions internationales. Ils ont aussi montré ces dernières années
une certaine faiblesse face aux très gros. Je pense à l'Italie lors de l'Euro 2016, 2020 et en Ligue des Nations, face à la France en 2018 et en Ligue des Nations, face aux Pays-Bas récemment en Ligue des Nations par 2 fois. C'est peu encourageant avant de jouer très probablement l'Allemagne ou l'Espagne en 8e si qualification il y a. Maintenant, l'équipe reste motivée et nul doute que le groupe belge aura à cœur de battre n'importe qui. Faut pas oublier qu'ils vont arriver surgonflés à l'idée de recroiser le fer avec certaines nations. En sélection, n'oublions pas non plus que la donne est différente qu'en club et certains joueurs comme les Hazard sont capables de se sublimer et d'être décisifs. Et puis il y a certains bons jeunes aussi. Le renouvellement est peut-être plus long, par exemple plus long que pour la Croatie, mais les talents dont on a parlé sont très probablement les grandes stars belges de demain. Le Qatar peut leur permettre de s'exprimer et pourquoi pas d'entamer un nouveau cycle d'espoir, peut-être pour 2024 ou 2026 à la quête d'un sacre. Voilà pour les 4 équipes de ce groupe F et avant de vous livrer mon petit pronostic, comme vous le savez, voici le calendrier avec en ouverture Maroc-Croatie, puis Belgique-Canada dans la soirée. La deuxième journée mettra aux prises le 27 novembre, la Belgique et le Maroc à 14 h, puis la Croatie et le Canada. Et enfin, dernière journée, Croatie-Belgique et Canada-Maroc. Alors, quel serait mon pronostic sur ce groupe? Je vais tout de suite vous afficher mon classement. Le Canada 4e, le Maroc 3e, la Belgique 2e et la Croatie 1re. Alors pourquoi ces choix? Vous inquiétez pas, je vais me justifier en commençant par le bas. D'abord parce que le Canada, alors je sais que beaucoup le voient comme une équipe surprise de cette Coupe du Monde, pourquoi pas. En tout cas, c'est une équipe très alléchante, ça je suis d'accord, mais je la trouve moins armée que les 3 autres nations qui abordent la compétition, avec des objectifs affichés, avec plus d'obligations de résultats. Le Canada me semble en construction, il ne faut pas oublier qu'ils retrouvent le mondial, que le mondial le plus important pour eux, c'est celui de 2026 et qu'il y a quand même un sacré écart entre la CONCACAF et la Coupe du Monde. Ne pas oublier aussi qu'ils se sont qualifiés dans une situation où les États-Unis sont aussi en construction, avec l'un des pires Mexiques depuis 10 ans et un Costa Rica pas super fringant. J'enlève en rien la qualification du Canada, mais je nuance un petit peu. Cette équipe me semble moins forte que le Maroc que je mets 3e, qui pour moi va chatouiller les 2 premières places. Mais il manquera quelque chose parce que le groupe est encore récent avec le nouveau coach et parce que la Belgique et la Croatie, plus expérimentées et individuellement très fortes pour la Belgique, collectivement très impressionnantes pour la Croatie, me paraissent au-dessus. J'hésitais à mettre le Maroc plus haut, mais le calendrier joue en la faveur des nations européennes parce qu'elles s'affrontent qu'à la fin, dans un match où elles seraient peut-être déjà qualifiées. C'est pas du tout pareil si ce match avait eu lieu en journée 1, ça aurait pu créer une autre tendance dans ce groupe. En revanche, ma petite surprise, c'est peut-être la première place de la Croatie que je trouve vraiment dans d'excellentes dispositions, qui affichait une confiance et un jeu impressionnant. À l'inverse de la Belgique que je trouve pas impériale, mais qui devrait s'en sortir au regard de son talent et de son expérience, désormais bien fournie dans les grands matchs. Attention en tout cas au Maroc et au Canada, qui auront à cœur de performer. Attention aussi à l'excès de confiance croate, qui a joué des tours dans le passé à cette équipe et qui ne doit pas ressurgir pour la Hrvatska sous peine de déconvenue. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo des CDM vous a plu. Dites-moi votre avis en commentaire sur ce groupe F, c'était mon avis, ça ne regarde que moi. Quel est votre classement? Quelle sera votre équipe à suivre? Je remercie sincèrement les experts qui m'ont épaulé dans la création de cette vidéo, l'excellent Antoine Latran, spécialiste du foot nord-américain et canadien, Cédric du très bon contact du foot croate, Diable Rouge Actu, une des références belges sur Twitter, et le journaliste Hanif Ben Berkan, expert du football marocain. Vous aurez leur lien en description de cette vidéo. Merci à vous les gars pour votre aide. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end les amis. Merci encore et toujours pour votre fidélité. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Notre tour poursuit sa route samedi prochain avec le groupe du Brésil, l'avant-dernier groupe. D'ici là, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!